Des gens qui disent... sont des amis à quelqu'un Anela, ce sont des amis à vous ou... Ce sont des amis à vous? Il y a quelqu'un qui dit bonjour là-haut? Non? Non? C'est qui ça? C'est vous qui parlez? Oui. Très bien. On va faire ça, ouais. On peut couper toutes les caméras ou pas? Voilà. Ça, c'est bon. Non, ça a été cool. Très bien. Bonjour à tous. Merci d'être présents à cette conférence « Innover, entreprendre, communiquer et réussir ses défis professionnels, l'inspiration HES ». Nous remercions particulièrement ceux qui sont connectés à distance, mais aussi tous ceux qui sont présents dans cette salle aujourd'hui, sous un format, comme on pourrait le dire, hybride. Je salue aussi la présence de notre directeur, M. Andrea Baronzini, ainsi que de notre chef de filière, M. Trabichet, et des enseignants qui ont pu aussi être présents dans cette salle. C'était un beau challenge de réunir tout ce beau monde, pas celui dont je viens de parler là, mais tous les conférenciers qui vont prendre la parole ensuite. C'est une belle organisation et je remercie particulièrement Béatrice Vaghi, qui est notre assistante, à l'ensemble des enseignants de communication et d'idéation. Parce que c'est bien à partir de ce cours-là, idéation, qui est un cours qui regroupe un certain nombre de fonctions, l'économie, la communication et le design thinking, que nous avons eu l'occasion de monter cette conférence et d'offrir à la Haute École de Gestion une part de votre expérience, de nos expériences aussi en tant qu'enseignants de communication à la Haute École de Gestion depuis déjà un certain nombre d'années, on ne les compte plus. Et je vais d'ailleurs passer tout de suite la parole à Grégory Tesnier, mon binôme du jour, sur cette présentation un peu plus en profondeur du programme qui vous attend pendant cette heure et demie qui va suivre. Merci Guillaume. Donc, bienvenue à tout le monde. Je vous souhaite à mon tour une cordiale bienvenue pour cette conférence autour de l'innovation et de la communication. Et puis pour compléter ce que vient de dire Guillaume Matelier, j'aimerais ajouter qu'on a voulu, en plus de parler de ces deux thèmes, l'innovation et la communication, on a voulu ouvrir cette conférence à toute la famille HES, des étudiants au corps enseignant. On a voulu montrer qu'au sein des HES, en fait, il y a des tas de beaux projets, des projets d'études, de recherche, des projets liés à l'entrepreneuriat, et ces projets méritent un coup de projecteur. On a voulu vraiment mettre en avant tous ces projets et puis montrer aussi que ces projets, ils vivent dans nos écoles et en parallèle de nos écoles. C'est l'occasion déjà de remercier finalement tous nos invités, tous les intervenantes et les intervenants qui vont nous faire un partage d'expérience, nous montrer un petit peu tous leurs projets, les tenants aboutissants, mais également comment la communication au cœur de leur projet a été un facteur facilitateur de la mise en place et puis facilitateur après de la continuité de leur projet, encore une fois, que ce soit un projet d'études ou un projet entrepreneurial. Et puis, avant de leur passer la parole, j'aimerais les présenter brièvement, dire un petit mot sur le sommaire général et présenter tous ces invités. D'abord, on aura une conférence, une intervention de Grégory Foster, donc de l'école hôtelière de Lausanne, donc qui est étudiant en bachelor, et avec d'autres étudiants de bachelor, les étudiants ont mis en place une start-up, Vicarus, qui fonctionne très bien dans le domaine du vin. L'idée, c'est de renouveler l'image du vin, et il nous parlera de cette aventure. Joëlle Rebetté sera la deuxième intervenante. Joëlle Rebetté, qui est enseignante ici à la HEG Genève, qui est également productrice journaliste à RTS et qui nous présentera les coulisses du lancement de sa nouvelle émission de télévision. Donc c'est la communication sur un objet de communication.
Anela Lebic prendra la suite, Anela Lebic de la HEG Genève également, qui montrera comment dans son métier lié aux ressources humaines, elle donne les outils en fait à tout à chacun pour mieux communiquer. Julia Herbe de la HEG Fribourg, donc vous voyez, c'est vraiment, on essaye d'avoir vraiment un esprit HES, d'aller au-delà simplement du territoire genevois et d'ouvrir vraiment à la richesse de tous les projets HES. Julia Herbe de la HEG Fribourg donc, nous présentera les résultats de son étude de master où elle a essayé de montrer comment les médecins de la génération Y, donc dans une perspective ressources humaines, comment les médecins de la génération Y offrent un défi aux responsables DRH des hôpitaux en Suisse. Maxime Provini, finalement, va clore cette conférence et lui aussi, comme Grégory Foster, nous parlera d'un projet autour du domaine du vin. Il présentera l'entreprise qu'il a lancée dans le domaine du vin avec plusieurs associés, en mettant l'accent, encore une fois, sur la démarche de communication qui a accompagné son projet entrepreneurial. Comme vous le voyez, en fait, on démarre et on termine cette conférence avec le domaine vitivinicole. C'est un message d'espoir, puis c'est aussi un clin d'œil à l'heure où nos terrasses de café commencent à rouvrir, et c'est tant mieux, et commencent à nous offrir de nouveau des moments de convivialité. C'est un message d'espoir, et c'est sur cette note d'espoir, de positivité finalement que nous voulons mettre en avant cette conférence, ces suites d'interventions. Et je vous souhaite donc à tous et toutes une très bonne conférence. Et puis je vais passer tout de suite la parole à Grégory Foster donc pour la première intervention autour d'un projet Vicarus. Grégory Foster. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Excellent. Ok, je ne sais pas si vous êtes en train de partager ma présentation. Alors, attendez, on ne vous entend pas bien pour l'instant. Ok, vous m'entendez mieux maintenant? Allez-y. C'est mieux comme ça? Non. Oh. Je pense qu'en ligne, on vous entend bien, mais... Je vais continuer à parler juste pour voir, tester le son un petit peu. Je ne sais pas s'il y a un problème de ma part. Moi, je suis sûr. Bon, Grégory, on vous entend très bien. C'est en ligne, mais c'est dans la salle que ça ne marche pas. Un instant. Ok, super. Celui-là. Allez-y. C'est mieux maintenant? Celui-là. Peut-être qu'il y a un Voilà. problème. Très bien. Ça, c'est mieux? C'est tout bon, c'est tout bon. Ok, ça marche, ça marche. Alors, je voudrais commencer juste par remercier Monsieur Tesny et Madame Vadji d'avoir organisé cet événement et aussi de m'avoir invité aujourd'hui de parler un petit peu de Vicarus. C'est vraiment un honneur de prendre la parole avec toutes les autres personnes incroyables qui vont parler après moi. Alors, je vois donc que vous êtes en train de partager la présentation. Excellent. Ok, vous pouvez déjà passer à la nouvelle slide. Alors, je vais commencer par me présenter rapidement. Ah non, le premier slide, pardon. C'était celui d'avant. Oui, exactement. Alors, je vais me présenter rapidement et parler un petit peu de ce que nous faisons à Vicarus. Alors, comme M. Tesnier l'a dit, je suis actuellement étudiant à l'école hôtelière de Lausanne en 3e année. Je suis moitié suisse, j'ai vécu toute ma vie en Suisse, mais je suis d'origine anglaise aussi. Et c'est ma langue maternelle, donc veuillez excuser mon accent un petit peu anglais, mais je vais faire de mon mieux. Alors, à l'EHL, en première année, on a de la chance parce qu'en fait, on a l'opportunité de travailler dans plusieurs secteurs de l'hôtellerie. Alors, par exemple, on peut travailler dans la cuisine, dans le restaurant, service au bar, dans les événements. Et on a beaucoup de cours d'introduction à l'hôtellerie. Et l'un de ces cours est en fait un cours d'œnologie, où on apprend à connaître des vins, surtout des vins suisses et des vins du Lavaux. Et c'est pendant ce cours d'œnologie que l'idée de Vicarus était fondée. En tant que jeune consommateur ayant des connaissances minimales en matière de vin,
comment pouvions-nous faire la différence entre quelque chose de bonne qualité et quelque chose qui n'a pas vraiment cette bonne qualité dans le vin. Alors, nous avons vu qu'il existe une lacune entre la manière traditionnelle de produire et de vendre des vins et la nouvelle génération de consommateurs de vin qui recherchent quelque chose de nouveau et de moderne et quelque chose qu'ils peuvent partager en ligne sur les réseaux sociaux avec leurs amis, avec leur famille et tout le monde. Nouveau slide, s'il vous plaît. Et c'est exactement ce problème que nous essayons de résoudre. Et en nous concentrant sur l'innovation dans le vin, l'innovation dans le design, bien sûr, comme vous le voyez avec nos bouteilles, et une forte communication digitale. Et on essaie de prendre ces éléments pour réinventer la façon dont les vins suisses sont vendus et commercialisés. Alors, en ce moment, on vend un rosé, un vin blanc et un vin rouge. Et tous les trois ont un élément spécial associé avec, pour que les consommateurs peuvent mieux comprendre les vins, mais aussi pour qu'ils puissent expliquer les vins à leur entourage. Alors, par exemple, je prends le vin rouge, par exemple. Le chose spéciale, le chose innovative avec ce vin en particulier, c'est qu'il n'y a pas de millésime. Et ça, c'est quelque chose qui est normalement associé avec un vin de qualité bas ou un vin de table. C'est quelque chose d'assez négatif. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est de montrer une nouvelle perspective en choisissant les meilleurs cépages avec les meilleurs millésimes. Et pour ceci, en fait, on s'est inspiré de Opus One par Mondavi et Rothschild en Californie. C'est deux des noms les plus connus dans le monde de vin. Et eux, en fait, ils ont créé un vin rouge sans millésime pour leur deuxième édition qui s'appelle Ouverture. Et ce vin en particulier, ça vend à $200 ou quelque chose d'incroyable comme ça. Et nous, on adore cette idée innovative et cette manière de faire des choses. Donc, on a pris cette idée de Californie et on l'amène au Lavaux dans les vins de Vicarus. Et alors, un petit mot sur l'innovation dans le design aussi. En fait, si vous prenez la bouteille à l'horizontale, les surfaces représentent notre interprétation des terrasses du Lavaux, d'où proviennent tous les vins. Le Lavaux, il est tellement chaotique, mais il est aussi magnifique, il est très beau. C'est un UNESCO World Heritage Site. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut transmettre avec le design de cette bouteille. Nouvelle slide, s'il vous plaît. Alors, jusqu'à présent, on a eu beaucoup de succès. On a vendu environ 8000 bouteilles depuis qu'on a commencé en juin 2020, alors moins d'une année. Et on a également été présenté dans nombreux articles publiés par Goemio, Falstaff, L'Illustre, 24 heures et plusieurs d'autres. Et notre plus gros client actuellement est Mövenpick. Ils sont connus pour leur glace, mais en fait, ils sont un des plus grands boutiques de vin dans la Suisse. Je crois qu'ils ont 14 autour de la Suisse. Et nous, avec nos bouteilles Vicarus, on est dans 9 ou 10 de ces boutiques. Alors, il y a de nombreuses raisons qui expliquent notre succès jusqu'à présent, mais je pense que le facteur principal est centré sur la façon dont nous communiquons avec nos clients. Et on veut vraiment avoir cette communication directe avec les clients. Et par conséquent, environ 30% de nos ventes viennent directement de notre boutique en ligne. Et la moyenne dans la Suisse pour les vins, en fait, c'est environ 5%. Donc, on est très, très, très fort dans ce domaine et on essaie de faire le plus possible de vraiment parler avec nos consommateurs et de voir ce qu'ils veulent acheter. Alors, pourquoi notre stratégie de communication et de marketing fonctionne-t-elle si bien? La prochaine slide, s'il vous plaît. On n'est pas des experts dans l'industrie. Moi-même, j'ai que 22 ans. Je ne vais pas vous dire que j'ai 10 ou 20 ans d'expérience. Vous en pour longtemps Je ne sais pas, quelqu'un s'est mis sur mute. Voilà. Alors, moi j'ai que 22 ans.
Je n'ai pas beaucoup d'expérience et je ne vais pas vous dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon d'aborder cette industrie en particulier, et encore moins dans toute forme de commerce en ligne. Mais cependant, ce que je peux vous dire, c'est que notre principal avantage est que nous vendons ces vins du point de vue du consommateur. Nous, à la base, on n'est pas des producteurs de vin, on est des consommateurs. Mais ça, c'est notre principal avantage. Et ce que je veux dire par ça, c'est que nous ne sommes pas liés à un vigneron en particulier. Et donc, on n'est pas dépendant d'un raisin ou d'une récolte ou d'un millésime en particulier. Mais en fait, on essaye d'adapter nos produits à ce que veulent nos consommateurs, et aussi bien sûr à ce que nous on veut. Donc on est flexible avec ce qu'on produit et on est constamment en train d'adapter les vins à chaque nouvelle édition. Et là, en ce moment, on est en train de créer une 3e édition et on va peut-être utiliser des cuvées, des rassemblements de plusieurs cépages et de millésimes pour créer un vin de chaque. Ça, c'est l'idée pour la 3e édition. Alors, pour nous, au lieu de se demander qu'est-ce qu'on veut vendre ou qu'est-ce qu'on peut vendre, on se demande qu'est-ce qu'on veut acheter, qu'est-ce qu'on veut consommer, qu'est-ce qu'on veut voir sur le marché. Et notre défi, donc, cela nous permet de concentrer sur bien plus que le vin, mais aussi sur, bien sûr, le design, mais aussi sur la narration, l'histoire de Vicarus, l'histoire du Lavaux, les vins suisses en général, et surtout la direction que nous voulons donner à Vicarus. Alors maintenant, on sait qu'on peut vendre les produits et qu'il y a une demande potentielle sur le marché. Et donc, le but est de continuer à se demander pourquoi achèterions-nous ce produit? Et si oui, pourquoi? Et si non, pourquoi? Et qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut adapter? Qu'est-ce qu'on peut mettre de plus dans l'expérience de consommation? Et nous entrons donc dans une phase de notre startup où on se concentre davantage sur l'expérience d'achat de nos produits. Alors, comment pouvons-nous ajouter de la valeur à l'expérience de consommation? Et ça, c'est tant pour les gens locaux, les gens suisses, que pour les étrangers, les touristes qui viennent regarder le Lavaux. Et l'une des idées que nous avons en cours de développement en ce moment est de créer un guide de food pairing sur notre site web, un accord mets-vins, je pense que c'est le mot en français. Alors, afin d'initier les étrangers aux produits locaux, mais aussi de captiver les gens locaux en leur vendant ces genres de produits. Et notre idée est donc de travailler avec des agriculteurs ou des producteurs locaux pour associer leurs produits, alors des fromages ou des viandes ou je ne sais pas quoi, avec les vins que nous, on produit. Alors, nous, on veut faire ça à la fois sur la boutique en ligne, mais aussi pendant des événements au lac ou dans les montagnes ou dans les terrasses du Lavaux. Alors, il s'agirait donc de relier les produits que nous, on vend actuellement et des produits locaux à un service qu'on veut également fournir. Nouveau slide, s'il vous plaît. Et d'intégrer ces produits avec un service, ça, ensemble, ça crée une expérience complètement unique pour les consommateurs de vin, surtout dans le marché suisse. Et encore une fois, je crois que c'est exactement cette approche qui nous différencie des autres producteurs de vin. On ne veut pas seulement vendre des vins, mais on veut vendre l'expérience ou le lifestyle Vicarus à nos consommateurs. Et parce que l'industrie est très, très traditionnelle, ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans l'industrie du vin. Et notre objectif n'est donc de ne pas supprimer le plaisir de déguster ou la manière de produire le vin qui est très traditionnelle, mais plutôt d'ajouter de la valeur et de moderniser un peu les expériences liées à la consommation de vin. Alors, ce que nous avons également remarqué, c'est que nos consommateurs ne sont pas nécessairement jeunes en âge, mais souvent jeunes dans leur expérience du vin. Et c'est aussi pourquoi Vicarus est une opportunité idéale de créer de l'intérêt
pour les amateurs du monde de vin et aussi de susciter potentiellement plus d'intérêt pour les vins suisses. Et ça, c'est très important en ce moment parce que les vignerons suisses, ils sont en train de souffrir. Il y a tellement de vins qui viennent de France, d'Espagne, d'Italie, le Portugal aussi, surtout le Portugal en ce moment. Et les vins suisses ont du mal à rivaliser avec les prix qui sont vraiment, vraiment bas. Et à cause de ça, on veut aussi rétablir ce lien entre les producteurs suisses et leurs consommateurs qui sont basés en Suisse. Et on ne sait pas encore, mais peut-être c'est quelque chose qui pourrait aussi marcher dans le marché mondial du vin. Peut-être on va commencer à avoir des vins suisses en Chine ou partout dans l'Europe ou dans les États-Unis. On ne sait pas encore si ça c'est une opportunité pour nous ou pas. Mais en fait, on vient de vendre notre premier batch de vin en Chine. Et en ce moment, on est en train de participer au London Wine Fair, qui est basé bien sûr à Londres. Et là, il y a les meilleurs sommeliers et les meilleurs connaisseurs de vin dans le monde qui sont en train de participer. Et nous, en fait, on est le seul vin suisse à cet événement. Donc, on est très excités de voir s'il y a de l'intérêt et qu'est-ce qui va arriver suivant cet événement, cette London Wine Fair. Alors, pour conclure un petit peu, je pense que l'étape la plus importante pour communiquer efficacement avec nos consommateurs est vraiment de comprendre clairement ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent voir sur le marché. Et cela commence par se poser la question qu'est-ce que nous, on veut acheter? Qu'est-ce que nous, on veut voir dans des boutiques ou en ligne, dans les bars, dans les restaurants? Et je pense que cette approche est également applicable à toutes sortes de secteurs et non seulement celui du vin. Et pour nous qui travaillons dans le secteur du vin, il est essentiel de trouver l'équilibre entre la tradition et l'innovation, entre tradition et modernisation. L'industrie est très, très traditionnelle, donc il faut avoir cette phase de transition entre ces manières traditionnelles et ce qu'on veut faire avec notre modernisation avec l'Icarus. Et quand on trouve cet équilibre, on va pouvoir optimiser l'expérience de nos consommateurs. Alors, avant de terminer, je vous invite également à explorer notre site web, vicarus.ch. Si vous voulez en savoir un peu plus sur notre histoire, n'hésitez pas à me contacter aussi avec l'email. Et j'ai mis un code de rabais ici, Vicarus Friends, si vous êtes intéressé à voir les produits. Et ça, c'est un petit remerciement de ma part de m'avoir invité aujourd'hui et de m'avoir écouté à ma présentation. Alors, ça, c'est tout de ma part. Merci beaucoup encore une fois d'avoir organisé ça et de m'avoir invité. Et je vous passe la parole, Monsieur Tesnier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Grégory. J'ajoute, j'en profite effectivement pour n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat de Teams ou de garder vos questions et de les envoyer à la fin de la conférence à Beatrice Vaghi. Je redonnerai l'adresse mail et on répercutera les questions, on transmettra la question à tous nos intervenants, tous nos invités qui pourront répondre. On enverra à tous les participants à cette conférence un document écrit qui relatera un petit peu le résumé de l'ensemble des interventions et également les réponses à vos questions. Et puis on fait le lien, si vous voulez rentrer en contact directement avec les uns ou les autres, on fera le lien entre les différents invités et vous-même. Voilà, on va maintenant passer, encore une fois, merci beaucoup Grégory Foster pour cette première intervention autour du domaine du vin, l'entreprise Vicarus, l'école hôtelière de Lausanne. On passe à notre deuxième intervenante, Joëlle Rebetté, qui va nous parler d'un tout autre sujet, mais qui va parler encore de communication, de la communication sur un objet de communication. J'aime bien voir les choses un petit peu comme ça quand on a parlé ensemble de cette intervention. Donc Joëlle Rebetté, qui est journaliste, productrice à la RTS, qui enseigne ici à la HEG et qui va parler des coulisses du lancement de sa nouvelle émission, à la fois, Joëlle, tu pourras en dire un peu plus, mais à la fois à l'interne et ensuite
vers le public, comment on parle de cette émission et on en parle vers le public pour trouver son public. Joël. C'est parfait, oui. Alors, bonjour à toutes et tous. C'est un grand plaisir de venir ici à la HEG pour vous parler du lancement de l'émission qui s'appelle Ramdam. Donc peut-être juste 2 mots. Donc moi, je suis journaliste. Je suis entrée à la RTS il y a bientôt 6 ans. Voilà, c'était un défi de lancer une émission culturelle. Moi, je suis généraliste, je suis une journaliste généraliste. Je suis pas spécifique culture, mais disons qu'il y avait cette opportunité-là. Donc, il y avait un appel d'offres qui a été lancé l'année dernière pour pouvoir renouveler la case culture de la RTS. Qui est donc, disons, un produit de service public. La culture, ça fait vraiment partie des missions d'une télévision publique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous montrer juste le lancement de l'émission pour que vous voyez un tout petit peu l'ADN. Je lance comme ça, c'est juste... Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour la toute première émission de Ramdam. Ramdam, c'est l'émission qui va à la rencontre des acteurs culturels en Suisse romande. Mais avant tout, nous vous proposons une recréation, une captation, des documentaires, des productions audiovisuelles, culturelles. Nous couvrirons toutes les disciplines artistiques, nous ne ferons aucune exception. Ramdam est une émission nomade. Lui, c'est Ryan. Elle, c'est Joël. Allez. En route, bienvenue dans Ramdam. Ah mais vraiment ce soir c'est trop beau, c'est trop doux. Dans cette émission, nous plongeons dans les coulisses d'un spectacle unique au sens propre, car joué une seule fois l'année dernière, avant d'être interrompu par le Covid. Heureusement, les caméras étaient là. Ah, et moi, Cyrano, Savinien, Hercule, de Bergerac. Il est allé un petit peu trop loin ici. Exactement. Ramdam propose ce soir un documentaire inédit tourné ici au Théâtre de Carouge sur le thème de Cyrano de Bergerac. Le film suit un enseignant passionné qui explore avec ses élèves l'immensité de Cyrano de Bergerac. On va comprendre avec lui les enjeux et la beauté de ce texte. La situation, elle est top, non? Voilà, je vais m'arrêter là. Donc comme ça, vous voyez un petit peu... pardon. Donc c'était notre première émission. On n'avait jamais fait de télévision, disons face caméra, Ryan et moi-même. J'en parle parce que c'est aussi un élément de communication extrêmement important. Les porteurs d'images pour une émission, c'est aussi une façon d'entrer en contact en fait avec notre public, avec les téléspectateurs. Donc juste un mot pour recadrer. Donc l'émission, elle est diffusée tard. Il y a beaucoup d'obstacles, c'est qu'elle est diffusée tard, le jeudi soir, 22h45. Donc, au niveau de l'audience, c'est difficile. C'est une case qui est difficile. On n'est pas en prime time comme le TJ ou comme les émissions comme Temps présent, Mise au point, qui sont diffusées en fait vers 20h où pas tout le monde, mais beaucoup de personnes se trouvent quand même devant leur poste de télévision encore et toujours. Donc, voilà, un enjeu, disons, de diffusion tardive. La culture, c'est fort intéressant, mais en fait, c'est pas, disons, le style d'émission que les gens regardent beaucoup. La culture, on aime, mais c'est quand même déjà pour un public relativement spécifique. On touche pas avec des productions audiovisuelles, culturelles, le large public. Donc ça, c'est aussi un deuxième enjeu. Un troisième enjeu qu'on avait au niveau communication, c'est qu'on était une toute nouvelle équipe. Moi, comme je vous dis, j'avais jamais produit d'émission, donc j'étais aussi dans un challenge entrepreneurial, si je peux dire ça comme ça, totalement nouveau. Une équipe qui est sur 2 sites et RTS, un petit bout de la RTS, qui donne les moyens pour produire une émission. Et Point Prod, qui est une boîte d'audiovisuel genevoise au long cours et qui, elle, donne les moyens de production, disons, les équipes techniques. Donc, essayer déjà de fédérer une équipe, c'est-à-dire de communiquer
entre nous, se connaître, savoir de quoi on parle. On lance une émission, on a une page blanche. On sait juste qu'on a un minutage de 105 minutes, ce qui est énorme en télévision. Une émission classique, on est plutôt sur du 45 minutes. Là, c'est du 105 minutes, donc il faut remplir. Il faut avoir des heures de tournage pour pouvoir remplir 105 minutes. Donc déjà, comprendre dans quel environnement on est, et puis communiquer positivement autour d'un projet qui est en construction. Et qui dit un projet en construction, dit aussi des moments difficiles, des moments où il faut se dire mais en fait on va où, qu'est-ce qu'on veut faire, et donc on avait depuis le mois de novembre passé jusqu'à la première diffusion, à savoir le 4 mars, on avait tout à construire. Donc au niveau de l'équipe, au niveau du propos, au niveau du style de l'émission aussi. Donc vous avez vu le graphisme, on est dans quelque chose de nouveau. Le fait qu'on soit 2 co-présentateurs, c'est aussi quelque chose de difficile à gérer parce qu'en fait, un duo, il doit avoir une harmonie. On ne se connaissait pas avant, donc on a dû aussi apprendre à travailler ensemble. Donc une ligne graphique, une tonalité d'émission, donc un style d'émission qui devait quand même montrer quelque chose de totalement nouveau. Nous, on a vraiment communiqué autour de, ben voilà, on va aller voir des artistes dans leur jus, dans leur lieu de création. On va essayer de capter des moments dans les coulisses. Ça, c'était un peu notre disons, le message qu'on diffusait aussi pour essayer de fédérer autour de notre émission. Après, la réalité, c'est que tourner dans les coulisses d'un spectacle en plein Covid, pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est compliqué. Donc, il faut essayer de trouver sans cesse des alternatives, des solutions pour pouvoir continuer en fait à répondre à l'attente et de la direction de la RTS et du public. Parce que le public, on lui a parlé de notre émission à travers les médias, à travers des canaux classiques de diffusion, donc de médias, des médias presse écrite, radio, pour essayer de faire connaître les débuts de cette émission. Mais c'est pas simple. On est dans un travail continuel en fait d'essayer de trouver notre public, un public qu'on connaît pas encore très très bien, parce qu'on a un style d'émission à cheval un peu jeune, mais quand même avec des thématiques assez disons, j'allais dire élitistes. Là, c'était Cyrano de Bergerac. Tout le monde a peut-être connaît quelques vers de Cyrano. Reste que les coulisses d'un théâtre, je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. Donc là, on est un peu dans au niveau de notre ADN, on est entre une volonté de démocratiser la culture et de fédérer des nouvelles, et puis des jeunes aussi, aller chercher les jeunes qui ne sont pas forcément des consommateurs d'une émission classique, surtout sur 105 minutes. Donc ça, c'est la première chose. On a dû aussi au niveau, donc après avoir trouvé notre style et puis fédérer l'équipe, si je peux dire ça comme ça, qui était le premier enjeu de communication fort, il fallait aussi aller convaincre et chercher du soutien avec l'institution RTS qui a différents services qui s'occupent aussi de faire de la communication. Par exemple, la communication interne, pour que quelque part, elles deviennent aussi des alliés de notre émission. C'est très important parce que ça veut dire, notamment sur le site internet rts.ch, qui est la porte d'entrée de notre, disons, des programmes RTS, eh bien, aller trouver la personne qui s'occupe de mettre en valeur les émissions. Et quand on débute, comme c'était mon cas, eh ben, je ne savais pas qui s'occupait de mettre sur ce qu'on appelle le carrousel. Donc, il y a des slides qui défilent et puis on voit, il y a un focus sur différentes émissions. Donc, aller trouver la bonne personne, lui parler de notre émission, lui montrer comme on est sympa et comme on a besoin aussi de lui, parce qu'on est tous finalement un petit peu concurrents dans ces espaces de communication RTS. Travailler aussi avec la communication de la RTS qui s'occupe de communiquer à l'extérieur vis-à-vis des autres médias. Donc là aussi, bien comprendre
leur calendrier. Les médias ont des agendas, c'est-à-dire qu'on doit généralement communiquer 2 voire 3 semaines avant la diffusion du programme, et 2 et 3 semaines avant la diffusion de notre émission, eh ben, on n'est même pas encore en train, enfin, vu c'est une émission hebdomadaire, donc on n'a pas encore commencé à l'écriture. On n'a pas forcément l'angle éditorial, on a une vague idée, mais disons que 2-3 semaines, pour nous, c'est énorme, parce qu'on travaille plutôt vraiment avec des flux extrêmement tendus. Donc voilà, comprendre aussi les enjeux de nos alliés qui font de la communication vis-à-vis de l'extérieur, parce que qui dit communication vis-à-vis de l'extérieur, ça veut dire que peut-être un journal, un journaliste va écrire un article qui sera lu et va rapporter des potentiels téléspectateurs, téléspectatrices vers nous. Et nous, l'audience, alors certes, on n'est pas dans le paysage audiovisuel français où il y a extrêmement beaucoup de concurrence. Nous, on a un média à peu près seul en Suisse romande. Je dis ça comme ça parce qu'on a beaucoup de téléspectateurs fidèles. Mais quand même, les audiences, c'est un peu le curseur. Si la qualité de l'émission est excellente, si les 2 présentateurs sont excellents, je dis ça parce qu'au début c'était très laborieux, si les sujets sont excellents, mais si les audiences ne sont pas bonnes, il y a un bilan à un certain moment et puis on va nous demander de revoir notre copie. Donc il y a quand même un enjeu très important au niveau de l'audience. Et pour gagner en audience, c'est des choses parfois qu'on ne maîtrise pas. Il suffit qu'il fasse mauvais temps et tout le monde se retrouve chez soi et regarde la télé. Ou au contraire, il suffit qu'il y ait un match de Manchester et en fait on perd. Alors vous allez me dire, c'est pas forcément le même public, mais voilà, il y a des impacts qu'on ne peut pas forcément maîtriser, qui sont liés au contexte, à l'actualité, à l'ère du temps. Ensuite, je dirais qu'il y a aussi un enjeu très important qui questionne l'ensemble des médias et notamment la RTS, c'est en fait l'empreinte qu'on peut laisser sur les réseaux sociaux. Et nous, avec Ramdam, on avait la velléité de vraiment être visible partout. La réalité est plus compliquée que ça, parce qu'on a déjà une équipe réduite et on est à flux tendu pour avoir une émission chaque semaine diffusée sur le linéaire, donc sur la télévision ou sur le replay. Après, la diffusion sur les réseaux sociaux, ça demande aussi des équipes, ça demande aussi de penser un sujet qui soit éditorialisé pour fidéliser les gens. Et là, on est dans une deuxième vitesse, c'est-à-dire que c'est seulement maintenant, 3-4 mois plus tard, qu'on arrive à déployer aussi nos forces sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas où on en est au niveau du timing, parce que je pourrais ne pas m'arrêter, mais j'ai encore un petit peu de temps. Je regarde. Oui. Alors, je vais conclure. Ce que j'ai constaté aussi, indépendamment du travail de création d'émissions chaque semaine, je dirais que la communication de façon générale prend énormément de temps. C'est pas simple d'expliquer en 3 lignes le contenu d'une émission. Et pourtant, c'est primordial pour qu'on ait peut-être une chance justement de gagner en audience. Donc, on est obligé de passer du temps sur quelque chose qui n'est pas mesurable directement, qui va pas me... c'est pas du temps que je vais accorder pour écrire mon émission ou pour un tournage ou autre. Par contre, c'est du temps qui n'est absolument pas perdu, mais dont il est plus difficile d'estimer le gain. Et puis, c'est du travail continuel. La communication, en fait, on ne peut pas se dire bon, maintenant c'est fait, on a lancé on a lancé assez de pub autour de notre émission. Non. En fait, cette semaine, par exemple, on va faire une émission où on a mis beaucoup d'énergie et on se dit que ça pourrait être un sujet intéressant, la question de la diversité dans la culture, qui sera diffusée ce jeudi soir. Et là, je me suis dit, mais comment faire pour pouvoir communiquer là autour et essayer de faire en sorte que les gens la regardent ?
parce que c'est le but aussi, eh bien, je me suis dit, je vais écrire au présentateur du TJ jeudi, de façon à ce que dans son extro, il annonce Ramdam de jeudi soir qui questionne la présence de la diversité dans la culture. Donc c'est un boulot continuel, mais passionnant. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à Joël Rebetté de cette explication. On le voit, hein, dans tous les sens, on communique, hein, en interne, en externe, pour créer en tout cas l'événement, et c'est un processus, on retiendra, continuel, en tout cas dans le travail que tu as présenté. Nous allons passer à la présentation d'Anela Lebic, qui va nous rejoindre ici. Son propos est autour de la communication centrée sur l'individu dans une perspective, je ne fais que lire, hein, vous expliquerez mieux ça que moi, de gestion des ressources humaines et de gestion des parcours de vie, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Anela est assistante à la Haute École de Gestion de Genève, donc ici, hein, c'est sa boutique aussi, et fondatrice de l'Institute of Human Positioning. C'est ça ? Ok, très bien. Eh bien, écoutez, je vous invite à prendre cette place. Merci. Voilà, bonjour. Je vais juste essayer de vous partager la présentation. Je le mets déjà en mode. Non, attends, c'est pas ici. Si. Je cherche ça. Tu le mets déjà, tu mets. Vas-y. Comme ça. Tout va bien. Parfait. Génial. Alors, déjà, je tenais à vous remercier pour l'invitation et pour votre présence, pour ceux qui sont là, ainsi que votre présence pour ceux qui sont en ligne. Je vais commencer avec un aveu. C'est effectivement, comme on a pu le voir avec Joël, quand on est passionné, c'est difficile de faire tenir les choses en 15 minutes, donc je vais vraiment tenter de relever ce challenge. Et pour commencer, du coup, je vais entrer dans le vif du sujet avec un premier chiffre, et je me demande, est-ce que vous savez que représente 7,6 milliards en Suisse? Peut-être que vous le savez déjà, peut-être que non. 7,6 milliards sont en fait le coût lié au stress au travail en Suisse pour les entreprises. Donc ça vient d'une étude qui s'appelle le Job Stress Index 2020. Et vous pourrez retrouver les détails sur la présentation de toute cette étude. Et en fait, ce chiffre est assez alarmant parce qu'il vient de 2020 et on sait aussi, suite à cette étude, que les choses ne vont pas forcément en s'améliorant ensuite à la crise sanitaire qu'on est en train de vivre. Parce que premièrement, on sait aussi qu'un tiers des personnes actives disent être totalement épuisées émotionnellement. On sait également qu'au début de la crise sanitaire, on avait 11% des personnes interviewées qui disaient ressentir un stress maximal élevé en avril 2020, et ce chiffre a presque doublé. Il était à 20% en novembre 2020. Pourquoi est-ce que je parle de ces chiffres-là? Parce qu'on commence gentiment à se rendre compte des impacts de la crise et du stress, mais déjà bien avant la crise sanitaire, du stress environnant, surtout dans les différents métiers qui sont impactés grandement par le toujours plus vite, toujours plus, par la digitalisation, par les restructurations. Et aujourd'hui, les symptômes pour les organisations, ils sont nombreux.
On parle énormément de burn-out, je pense que ça, ce n'est pas une nouveauté. Il y a des signes de dépression qui sont en augmentation. Il y a énormément de mauvaise ambiance, de stress, de motivation en baisse dans les entreprises et beaucoup de problèmes de communication. Parce que, comme on l'a vu, la communication est au cœur du succès des différents projets qu'on peut mener dans une organisation. Et notre mission, donc à l'IHP, dans ce contexte qui est stressant et toujours plus exigeant, c'est vraiment de repositionner l'humain au cœur du développement des entreprises. Et c'est une priorité que nous, on a décidé de relever sur base de 3 valeurs fortes qui sont la conscience, l'efficacité et la durabilité, c'est-à-dire des changements durables dans le temps. Pour cette raison, on a développé, alors pas depuis la crise sanitaire, déjà avant, depuis 2017, on a développé le Human Speak, c'est le Human Skills Program Incorporation, qui se base sur 3 piliers de compétences, 3 axes importants à développer en termes de ressources. Ce sont les piliers de l'être, du penser et de l'agir, parce qu'on s'est rendu compte que il y avait souvent des pansements qui étaient mis sur certaines parties des problématiques, mais très rarement on arrivait vraiment à développer les compétences et les ressources pour passer au-dessus des problématiques organisationnelles sur vraiment un environnement 360 degrés. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples d'entreprises et de projets qu'on a menés ces dernières années. La première, donc, c'est surtout dans les entreprises publiques. C'est vraiment un domaine dans lequel il y a énormément à faire, justement, de par ces restructurations et de par la digitale qui impacte énormément les métiers. Typiquement, alors c'est un clin d'œil à Joël Rebetté pour l'unité culture. Un des mandats qu'on a réalisé était justement lié à ces problématiques que tu as soulevées avec la RTS, division RTS Culture. C'était vraiment de pouvoir permettre à ces métiers qui n'avaient pas l'habitude ou qui avaient l'habitude de voir les différents médias en silo, d'être totalement en fait transformés par le digital et de voir comment est-ce qu'on va intégrer cette approche digitale des nouveaux publics avec différents outils et surtout par rapport à cette meilleure communication interne, des nouveaux process pour justement pas avoir besoin d'aller se battre entre différents médias ou émissions, mais voir comment vraiment aborder les publics avec un marketing conscient, plus conscient en interne et pour les publics externes avec beaucoup plus une approche qu'on appelle en marketing une approche beaucoup plus empathie, c'est-à-dire de revoir notre approche des publics. Ça a permis de travailler sur l'axe penser différemment dans ces structures, ce qui n'était pas une évidence. Ensuite, pour un autre domaine vraiment grandement impacté par les différents changements qu'il y a eu ces dernières années et surtout dans ce cas-là par la crise sanitaire, c'est vraiment le domaine des soins et de la santé. Où on a dû en fait vraiment permettre à ces professionnels de développer de nouvelles ressources internes. Alors pourquoi dans ce domaine-là ça a été un challenge important? Parce que ces domaines qu'on appelle les domaines du care sont vraiment des domaines pour lesquels en fait ces professionnels ont été formés à aider les autres, à être là pour les autres. Et le problème, c'est que bien souvent, ils ne savaient pas être là d'abord pour eux-mêmes. Donc, on n'a pas développé, on n'a pas appris à développer ces compétences-là. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'aller à l'interne de ces structures du soin, des cliniques dentaires ou des hôpitaux. Là, typiquement, on a mis en place un programme dans l'ensemble hospitalier de la Côte pour que vraiment leur cadre soit formé à ces techniques de la résilience par le corps, à des outils tout simples et qui pourtant peuvent leur changer le quotidien une fois qu'elles sont maîtrisées. Donc ça, c'était vraiment dans l'idée de développer aussi le pilier de être plus là pour soi, pour pouvoir mieux être là pour les autres. Et puis ensuite, un dernier exemple dans un domaine dans lequel on agit beaucoup, ce sont tout ce qui est ONG, fondations, associations. Et dans ce cas-là, on va intervenir souvent parce que ces domaines-là, tout comme le soin et la santé, sont beaucoup des domaines qui ne sont pas forcément formés
au marketing ou à la communication et qui ont besoin d'agir différemment parce que quand ils commencent à grandir, quand ces fondations, par exemple, récemment on a travaillé avec le FIFDH ici à Genève, ces fondations, une fois qu'elles commencent à prendre de l'ampleur, elles doivent s'adapter, s'ajuster au marché et aller, encore une fois, comme on le disait, toujours plus vite. Et en ce sens-là, si la communication n'est pas fluide, si le repositionnement des équipes à l'interne n'est pas clair, ça peut poser des problèmes dans la croissance de ces structures qui sont là, encore une fois, pour apporter, dans le cas ici du FIFDH, c'est vraiment dans cette idée d'aller mettre en lumière les droits humains au travers de leur festival du film et du forum international. Et pourtant, lorsqu'il y a peu, la direction générale, en fait, s'est scindée en 3 personnes. Donc aujourd'hui, ce sont 3 directrices à la tête du FIFDH. Eh bien, il a fallu recommuniquer, se repositionner à l'interne. Et ça a été un sacré challenge. C'est pour ça qu'on a accompagné ces 3 directrices dans ce repositionnement-là pour pouvoir mieux agir avec leurs équipes et mieux communiquer pour leur mission. Alors, quels sont les impacts et les résultats? Parce que à l'Institute for Human Positioning, on a vraiment cette envie d'être concret, d'avoir un impact, et alors un peu comme tout le monde dans ce monde-là, assez vite. Plus trop patient, mais vraiment de se dire, OK, comment on agit pour avoir des impacts concrets et avoir une approche qui soit vraiment plutôt avec des ateliers pratiques, des programmes de formation innovants et pratiques, pour que la différence, la transformation se voit sur le terrain avec très peu de délai. Et les résultats qu'on obtient auprès de nos clients, auprès de ces organisations, sont les mêmes, quel que soit finalement le domaine dans lequel on agit. Mais tout d'abord, il y a une première maîtrise, une meilleure maîtrise des ressources personnelles, une plus grande résilience et une adaptation à notre environnement, une meilleure gestion émotionnelle, une baisse du stress qui est ressentie par les équipes et du coup par l'organisation, une meilleure performance d'équipe, ainsi qu'une motivation qui est retrouvée pour le quotidien, surtout dans le cadre, encore une fois, de ce contexte assez incertain qui est actuellement, qui pèse énormément sur la motivation et sur l'énergie des équipes. Alors, concrètement, de par la confidentialité de nos mandats, je ne peux pas aller dans le détail de ces différentes interventions. Et c'est vrai que quand Béatrice m'a contactée en me disant qu'il fallait que cette conférence soit vraiment en fait pratique et concrète, et c'était vraiment le but, hein, c'était vraiment de transmettre une chose avec laquelle vous pourriez aussi repartir pour vous inspirer. Alors je me suis dit, ok, je ne vais pas rentrer dans le détail, par contre je vais vous transmettre 1 ou 2 choses que vous pourrez vivre directement et employer vous au quotidien. Alors, en parlant de communication, parce que quand on parle de positionnement, de ressources personnelles, on parle de communication avec soi-même. Donc, je vais, si vous êtes prêts à partager ici dans la salle ou chez vous cette expérience, l'idée c'est de vous faire vivre tout simplement un outil, de mettre en pratique, ou en tout cas, si ça peut générer en peu de temps une prise de conscience, ce serait le premier pas, on va dire, vers la transformation. Donc, quand on parle de communication, on oublie souvent que la communication, eh bien, c'est pas le fait de parler, de s'exprimer. C'est déjà en grande partie de savoir écouter. Savoir écouter, ça commence déjà par apprendre à s'écouter soi-même. Alors ça, déjà qu'on ne nous a pas appris beaucoup à écouter, mais alors à nous écouter nous-mêmes, ça c'est encore un gros challenge dans notre société. Alors, du coup, l'idée, c'est de se dire, OK, comment on va commencer? Quelle est la première porte pour apprendre à s'écouter soi-même? Alors, ce que je vais vous proposer, c'est un premier pas vers ça, c'est de vous concentrer sur l'outil qui est à disposition, à votre disposition, H24, même quand vous dormez, c'est votre respiration. Je vous propose de prendre 1 minute pour vous focaliser sur votre respiration. Et cette respiration, en fait, je ne sais pas comment vous avez l'habitude de respirer, mais en général, on respire avec cette idée de sablier. C'est-à-dire qu'on a le haut
du torse, de la poitrine qui respire. On a parfois, dans le meilleur des cas, le bas du ventre, parce qu'on sait que cette respiration, elle nous permet vraiment de nous calmer. Mais souvent, on oublie qu'on peut avoir une respiration pleine. Alors, je vais vous demander, juste pendant ce temps-là, de prendre une grande inspiration. Et vraiment d'expirer. C'est plus important d'expirer que d'inspirer. Pourquoi? Parce que c'est l'expire qui nous permet de nous sentir en sécurité. Quand on est stressé, quand on vit un choc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vraiment aller bloquer tout ce qu'on va emmagasiner. Donc vraiment, prenez le temps et demandez-vous, alors vous pouvez même mettre les mains comme ça sur vos côtes ici, et voyez si vraiment vous respirez un peu dans cette forme de sablier ou si vous arrivez déjà à vous connecter à cette respiration pleine. Donc vraiment de prendre le temps et d'aller respirer. Comment est-ce que ça vous impacte dans votre état d'être pour ceux qui sont là? Posez-vous la question. Qu'est-ce que ça génère en vous? Comment est-ce que ça va transformer peut-être même votre manière d'être assis sur la chaise? Comment est-ce que ça va transformer votre attention à la conférence? Qu'est-ce que ça vous permet en plus ou en moins dans ce temps-là? Juste de vous poser la question. Parce que souvent, on ne prend pas le temps de se poser la question. Comment je me sens vraiment? Est-ce que je respire déjà? Ça, c'était la première chose. Ensuite, on va passer à autre chose. Et pour ça, je vais vous demander de vous installer vraiment confortablement sur votre chaise, de vous repositionner. Et on va même faire mieux, étant donné que c'est midi et que ça fait un petit moment qu'on a démarré cette conférence, je vais vous demander de vous lever. Est-ce que vous êtes d'accord de vous lever? Alors, pour ceux qui sont à la maison, je ne le vois pas. Ok, et maintenant ma question, c'est tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé pendant que vous êtes levé? Est-ce que vous avez continué à maintenir cette respiration pleine? Ouais, zut. Zut, merci, merci. Du coup, c'était juste l'idée, en fait, de voir qu'on a un outil à disposition qui est simple, qui est tout bête, et que, en fait, dès qu'une contrainte arrive, par exemple une demande, un ordre, un environnement qui se transforme, qu'est-ce qu'on fait? Quelque chose qui nous fait pourtant du bien, eh bien, on l'arrête. Et on oublie d'utiliser. Alors, vous pouvez vous rasseoir, c'est gentil. C'est tout ça pour dire que finalement, dans cet exercice-là, qui n'est qu'une métaphore pour ce qu'on vit au quotidien, c'est-à-dire, bien évidemment, quand on nous dit, bah oui, il suffit de respirer, just breathe, il y a souvent ces choses qui reviennent. Oui, je respire. Mais est-ce qu'on respire vraiment d'une manière qui va nous ressourcer? Et c'est ça la question. Comment est-ce qu'on va faire pour réutiliser ces outils qu'on a en nous, qui nous permettront vraiment, quand il y a une contrainte, quand il y a un choc, quand il y a des vents contraires, de continuer à rester en pleine possession de nos capacités. Du coup, l'idée, pourquoi est-ce que on a fait cet exercice? C'est parce que souvent, quand on parle de communication, on va vraiment penser à la communication qu'on entretient avec le monde extérieur, et nous, on part du principe que mieux communiquer, alors je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran partagé, mais mieux communiquer avec soi-même va déjà nous permettre de mieux interagir avec le monde qui nous entoure sans le subir, sans subir le contexte, en restant en pleine possession de ces ressources précieuses. Et pour moi, ce chemin individuel d'aborder les organisations au travers des personnes qui les composent, au travers du capital humain, va permettre vraiment d'aller réaliser le succès de tous. C'est pour ça que c'est essentiel d'avoir cette approche humaine. Et alors, le challenge aujourd'hui, le plus dur, c'est de faire simple et innover pour nous, parce qu'il est question de ça dans cette conférence, de comment innover, comment communiquer. Et pour nous, innover, c'est de revenir à l'essentiel. Et utiliser ces outils qui sont déjà existants dans des nouveaux contextes pour créer
des résultats qui sont transformateurs et qui sont surprenants pour la plupart des gens. Alors, comment est-ce qu'on fait ça avec le Human Speak, le programme? On va utiliser vraiment des domaines d'expertise très variés. On se base sur les neurosciences, on se base sur des approches hypnocorporelles avec des arts martiaux, avec des thérapies brèves. On va aller lier tout ça avec mon métier, mon premier amour, c'est le marketing et la communication. Ça fait 12 ans que j'explore ces métiers-là, qui en parlent aujourd'hui de plus en plus de marketing conscient. Comment lier tous ces outils-là et tous ces domaines d'expertise dans des programmes sur mesure qui vont permettre justement aux équipes d'être plus épanouies et ensuite de pouvoir avoir un impact pour l'organisation en termes de chiffre d'affaires, de qualité de vie aussi, et sur la pérennité des entreprises. Alors, pour aller plus loin, je ne sais pas du tout où j'en suis dans le timing. J'ai visé 13 minutes, j'espère que... pour aller plus loin, j'aurais pas le temps de le faire là avec vous, mais je voulais vous donner quelques pistes encore d'exploration. Donc oui, je vois que vous avez les téléphones, vous pouvez tout à fait scanner ce QR code. Et l'idée, c'est qu'on vous a créé en fait un petit test. Alors encore une fois, il est très très simple. L'idée, c'est pas de faire compliqué, c'est d'aller déjà voir en quelques minutes dans ce test quels sont ces aspects déjà que vous pouvez améliorer avec la communication que vous avez avec vous-même et d'aller noter les chiffres. Vous pouvez le faire sur une feuille ou directement sur le PDF. Et ensuite, en fonction du résultat, du nombre de points que vous avez obtenus, on vous donne quelques pistes d'amélioration pour les différentes affirmations qu'il y aura. Donc, je crois que c'est tout. Je vous remercie pour votre attention et de vous être prêté au jeu. Je sais que ce n'est pas facile. Merci beaucoup. On va enlever le partage d'écran. Voilà. Merci beaucoup, Anela Lebic, pour cette très intéressante présentation avec un retour sur soi, un retour au calme aussi qui est vraiment très bénéfique. Et puis, on va passer à un tout autre domaine, j'allais dire, mais pas complètement. On va rester dans le domaine des ressources humaines, de l'humain, avec la présentation de Julia Herbe, qui est consultante dans le domaine de la santé, qui a réalisé un travail de master à la HEG Fribourg consacré aux médecins de la génération Y, et notamment sous l'angle du recrutement et de la fidélisation de ces médecins de la génération Y par les hôpitaux et pour les hôpitaux suisses, avec toute une démarche qui implique tout un ensemble de propositions qui impliquent des propositions qui ont trait aussi à la communication et à d'autres, de nouvelles compétences ou des compétences différentes dans l'application des protocoles de ressources humaines. Julia Herbe, je vais vous passer maintenant la parole. Merci beaucoup. Voilà, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez. C'est mieux avec le son maintenant? Oui, on entend très bien. Très bien. Alors, merci beaucoup. Je suis très relaxée maintenant grâce à ces exercices de respiration. C'est super. Merci beaucoup de me donner la possibilité de présenter mon projet aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir, même à distance. C'était déjà dit que je vous présente aujourd'hui mon travail de diplôme de l'MBA in Integrated Management à l'HEG Fribourg. Moi, je suis suisse-allemande, je ne peux pas le cacher, mais je vais essayer de vous présenter tous en français. Voilà, je vais juste partager mon écran un instant. Voilà, j'espère que c'est visible pour tout le monde. Bon, bienvenue encore une fois à la présentation de mon projet. Comme vous pouvez le voir dans le titre, et c'était aussi déjà dit, dans mon projet, je me suis penchée sur le secteur de la santé et je me suis demandé quels étaient les facteurs d'attractivité des employeurs les plus importants du point de vue des médecins assistants de la génération Y. Alors, des médecins nés entre environ 1980 et 1995. Le projet, c'était aussi déjà dit, constitue mon travail de diplôme. Je voudrais expliquer très brièvement ce que j'ai fait, pourquoi j'ai choisi ce sujet et le secteur de la santé. Toutefois, la présentation portera essentiellement sur les résultats du projet.
Voilà, je commencerai par les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce sujet. Je travaille dans une société de conseil vraiment spécialisée dans le secteur de la santé et dans ce rôle-là, je m'intéresse bien sûr aussi à l'évolution du marché dans ce secteur. Et en fait, il y a 2 raisons pour lesquelles il est particulièrement important de se positionner comme un employeur attractif dans le secteur de la santé. Tout d'abord, est-ce que vous voyez ici à gauche, il y a une pénurie de travailleurs qualifiés dans ce secteur. Cela signifie que les jeunes docteurs, mais aussi des employés des autres professions, ont une grande liberté dans le choix de leur employeur. Et seuls ceux qui sont considérés comme un employeur attractif attireront les meilleurs talents. La deuxième raison, ici à droite, est plutôt intersectorielle et pas liée spécifiquement au secteur de la santé. La génération Y prend du poids sur le marché du travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, déjà 1/3 des employés appartient à la génération Y. Et les employeurs doivent de plus en plus s'aligner sur les besoins de cette génération afin de se positionner comme un employeur attractif. Ce sont plutôt les justifications spécifiques au marché de l'importance de mon sujet, mais il existe aussi une approche un peu plus pratique. Lorsque je discute avec des médecins-chefs dans le cadre de mon travail, j'entends souvent des opinions très claires sur les jeunes médecins et voici quelques exemples de déclarations. Les attentes des médecins assistants sont énormes, les jeunes médecins sont paresseux. Moi, je travaillais 80 heures par semaine lorsque j'étais médecin assistant et les jeunes devraient faire de même, ou bien nous ne pouvons plus trouver de médecins assistants qui veulent travailler à 100%. Ces déclarations montrent qu'il existe une certaine tension dans la pratique entre les employeurs ou bien les supérieurs des générations plus anciennes et les médecins de la génération Y. Et ces expériences vécues dans le cadre de mon travail quotidien m'ont incité à examiner le sujet dans une étude et à confronter les résultats à mes propres expériences. Maintenant, très brièvement sur ce que j'ai fait dans le cadre de mon projet, j'ai commencé par une recherche bibliographique sur les caractéristiques de la génération Y, mais aussi sur les facteurs d'attractivité des employeurs, ça afin d'être prêt, même au moins en théorie, pour les entretiens après. J'ai mené des entretiens qualitatifs et semi-standardisés avec 11 médecins assistants. J'ai essayé de trouver un échantillon diversifié. Et après d'avoir mené ces entretiens, j'ai également parlé avec des représentants des employeurs, alors des hôpitaux. C'était des 5 médecins-chefs et médecins des RH. Et après d'avoir mené tous les entretiens, j'ai comparé les déclarations et j'ai essayé d'identifier des lacunes ou bien des gaps. Et en fait, l'objet principal de mon travail, c'était d'élaborer des recommandations d'action pour les employeurs. La question principale de tout ça et aussi des recommandations, c'était comment les hôpitaux suisses peuvent-ils maintenir ou même accroître leur attractivité auprès des employés, surtout des médecins de la génération Y. Et cette question principale me mène déjà aux key findings ou bien les résultats principaux de mon travail. L'analyse, la question c'était comment est-ce que les médecins assistants choisissent eux leur employeur. Et l'analyse des entretiens montre que les facteurs d'attractivité des employés peuvent être regroupés en 6 thèmes au point de vue des médecins assistants. Ce sont la compétence de leadership des supérieurs, la culture d'équipe, le temps de travail ou bien tous les aspects liés au temps de travail, les systèmes et processus d'un hôpital, l'organisation et la structure d'un hôpital et les opportunités de développement. Les facteurs dits soft revêtent une importance particulièrement parce que 9 médecins sur 11 interrogés ont déclaré que les supérieurs et l'équipe étaient des facteurs décisifs dans le choix d'un emploi. Une bonne culture d'équipe et de direction peut même compenser les inconvénients d'un employeur, comme par exemple si la région de travail n'est pas trop attrayante ou la taille de l'hôpital est plutôt petite. Maintenant, au cas où vous vous demanderiez ce que ma présentation ou bien mon projet a à voir avec la communication, voilà le lien.
Le facteur le plus fréquemment mentionné par les participations est la compétence de leadership des supérieurs. Et les médecins interrogés définissent cette compétence principalement en termes de bonne capacité de communication. Ils souhaitent un feedback régulier et constructif, une appréciation et la possibilité d'avoir leur mot à dire à travers les hiérarchies. Et c'est également le facteur qui était le plus souvent critiqué. Apparemment, ou c'est ce qu'ils m'ont dit les médecins assistants dans l'hôpital, la communication, c'est surtout donner des ordres et ne pas donner un feedback ni communiquer ensemble, etc. Sur la base de ces 6 thèmes, j'ai formulé 3 lessons learned ou bien take-home messages pour moi-même. La troisième, j'ai déjà mentionné un peu, les médecins assistants sont prêts à faire preuve d'un engagement supérieur à la moyenne s'ils se sentent à l'aise dans l'équipe et appréciés par leurs supérieurs. La deuxième, également déjà mentionnée, la communication et surtout le feedback, l'appréciation et une communication transparente de la personne supérieure est particulièrement importante pour l'évaluation de la compétence du leadership. Et la troisième lesson learned est basée sur les entretiens avec les employeurs. Il a été démontré qu'ils ne font pas grand-chose pour améliorer activement les soft factors, en particulier les compétences de leadership des supérieurs. Ils préfèrent se concentrer sur les hard factors. Alors, il essayait d'améliorer la structure ou bien l'organisation, la formation, etc., mais pas trop les soft factors. J'ai demandé à mes interlocuteurs pourquoi il en était ainsi. Ils m'ont dit que dans une organisation des experts comme un hôpital, c'est très difficile de remédier à d'éventuelles faiblesses en matière de leadership ou de communication. Alors un médecin-chef ne se laisse pas trop critiquer par un chef des RH parce que c'est lui le médecin, lui l'expert. En outre, pendant très longtemps, les médecins-chefs ont été sélectionnés presque uniquement sur la base de leurs compétences professionnelles et les compétences personnelles n'ont gagné en importance que ces dernières années. Je suppose donc que les futurs managers et surtout les futurs médecins-chefs seront de plus en plus souvent sélectionnés sur la base de leurs soft skills et surtout de leur capacité de communication. Ou à moins, c'est ça que j'espère un peu. Comme je l'ai déjà mentionné au début, un objectif important ou même principal de mon travail était de formuler des recommandations claires à l'intention des hôpitaux sur la manière d'accroître leur attrait pour les jeunes médecins. Il serait trop long maintenant d'expliquer chaque boîte à outils que j'ai développée avec les recommandations individuellement, mais j'ai repris ici celle sur la compétence de leadership du supérieur comme exemple. J'ai regroupé en fait chacune des déclarations des médecins assistants en catégories et puis formulé les recommandations pour chaque catégorie. Pour peut-être juste reprendre 2 exemples, là, le feedback et culture de l'enseignement, une recommandation que j'aurais, c'est qu'il faut vraiment fournir en temps utile un feedback concret et constructif, ça veut dire positif et ou négatif. Parce que les médecins assistants m'ont dit très souvent, si je reçois un feedback, c'est toujours négatif et je ne reçois aucun feedback, c'est déjà positif. Alors, ce n'est pas vraiment une culture de feedback constructif, je trouve. Un autre point à reprendre peut-être, apparemment les médecins assistants se sentent souvent très seuls et les médecins-chefs n'ont pas vraiment temps ou envie d'enseigner. Alors je crois qu'il faut vraiment prendre consciemment le temps d'enseigner et de discuter des cas et des patients avec les médecins assistants afin qu'ils puissent aussi améliorer leurs compétences. Et si les médecins-chefs n'ont pas le temps de faire cela, on pourrait introduire par exemple un système de tuteurs dans lequel les médecins ou les chefs de clinique s'occupent d'un médecin assistant pour le soutenir. Voilà, ça c'est juste un exemple d'une boîte à outils. Je peux vous fournir toutes les boîtes à outils ou avec toutes les recommandations si vous en êtes intéressé, bien sûr.
Comme la boîte à outils était très complète avec un total de 65 recommandations d'action, j'ai formulé 5 recommandations à la fin de mon travail que les hôpitaux devraient prendre en compte s'ils veulent s'occuper de leur attractivité comme employeur vis-à-vis de la génération Y. Et l'objectif de ces 5 recommandations, c'est juste de donner aux hôpitaux une première impression des résultats de mon travail. Mais ils ne sont que la pointe de l'iceberg et il faut vraiment aller regarder les recommandations si on s'intéresse d'un sujet en spécial. Voilà, mais je vais juste reprendre pour terminer ces 5 recommandations. La première, c'est que vous, comme employeur ou comme hôpital, faites face aux attentes de la génération Y parce qu'elles sont votre avenir. C'est très facile à dire, mais voilà, un tiers des employés appartiennent déjà à la génération Y et on ne peut pas s'oublier de leurs besoins, je vais dire. Et puis la deuxième, aborder la question de l'attractivité sur le marché du travail au niveau de l'ensemble de l'hôpital. Il est important que l'ensemble de l'hôpital partage les mêmes objectifs et parle d'une seule voix, parce qu'apparemment c'est souvent le cas qu'un service d'un hôpital est considéré comme attractif par les employés et le reste peut-être pas, et c'est pas vraiment l'objectif, je trouve. La troisième, liée à la communication, encore une fois, renforcer vraiment la compétence de leadership des supérieurs hiérarchiques et même si cette question est difficile à traiter dans une organisation d'experts, voilà, parce que ça peut vraiment être un USP, Unique Selling Proposition d'un hôpital. Après, quatrième recommandation, demandez aux médecins de la génération Y quels sont leurs besoins et ils seront heureux de s'exprimer. Cette recommandation est liée au fait que le désir d'avoir son mot à dire est une caractéristique typique de la génération Y. La cinquième recommandation est aussi liée à la communication. Elle concerne le fait que les médecins assistants se renseignent auprès de leurs collègues pour savoir s'ils aiment travailler dans un hôpital donné ou pas. Et si les collègues s'expriment négativement sur l'employeur, aucune promesse via le site web, de la publicité, etc. ne changera l'avis des médecins assistants. Alors, l'objectif de tout hôpital doit donc être de satisfaire ses employés actuels afin qu'ils agissent comme des ambassadeurs vers l'extérieur et assurent une réputation positive. Voilà, c'était donc un très bref aperçu des résultats de mon projet. Même si le projet n'était pas explicitement axé sur la communication au départ, l'évaluation des entretiens a montré que les compétences en matière de communication des chefs sont absolument cruciales si l'on veut recruter et retenir aussi les jeunes docteurs. Voilà, merci beaucoup. C'était tout de ma part. Je vais juste enlever le partage. Madame Julière, merci beaucoup de votre présentation et surtout des recommandations que vous avez pu proposer à la fin et puis de votre présence, même si vous êtes à distance. En tout cas, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Merci bien. Nous allons passer la parole à notre dernier intervenant, un local de l'étape, Maxime Provini, puisqu'il est assistant à la Haute École de Gestion de Genève. Il est aussi fondateur de l'entreprise OCAV et c'est ce qu'il va nous présenter pour terminer. Comme l'a dit M. Tesnier tout à l'heure, nous avons commencé avec le vin, nous terminons avec le vin. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Donc, ouais. Hop. Tac. Voilà. Alors, bonjour à tous. Donc moi, je viens vous parler aujourd'hui d'une société que j'ai co-créée il y a bientôt, enfin on est dans la 3e année, donc il y a 3 ans, avec trois autres amis qui s'appellent OCAV, Explorateurs de vin. Je propose, vu qu'on va axer cette présentation autour de la communication, de passer en revue en fait notre site web. Et puis juste avant ça, je vais quand même vous donner un petit historique. Donc
Au Cave, le but, c'est vraiment, le projet, il est parti, il est né un petit peu sur la base d'une frustration, où suite à un voyage que j'ai effectué dans le sud de la France, j'ai été visiter un domaine viticole, et puis j'ai ramené quelques vins à la maison, et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était impossible de trouver ce vin en Suisse, que personne le vendait, et puis ça m'a tellement frustré que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, et puis que là, il y avait quelque chose en fait à faire, d'aller chercher des petites choses, des vins atypiques, des domaines un petit peu, sortir un peu des sentiers battus, que ce soit en Suisse et en France. Et donc de ce constat est née donc la société Au Cave, où on est parti voyager. On est parti voyager en Suisse, en France, chaque fois rencontrer des vignerons, et puis passer un moment avec eux, et puis de là tirer donc une sélection de vins. C'est vraiment ce qu'on essaye un petit peu de mettre en avant. On joue beaucoup sur le storytelling, et puis ensuite on va explorer ensemble notre site web, et vous allez voir les différents moyens que nous avons pour justement nous différencier un petit peu de nos concurrents, parce que le vin, c'est quand même un marché qui est extrêmement saturé en Suisse, et puis c'est aussi pour nous important de justement se faire une place et de faire les choses un petit peu différemment. Donc, comme je viens de le dire, nous on aime bien, donc sur notre site, on simplifie le maximum possible. Il faut que le client il comprenne rapidement ce qu'on fait, comment on le fait, et puis qu'il puisse facilement, entre guillemets, faire son choix, puis nous faire confiance aussi. Donc ça joue sur des visuels très simples, très peu de texte, et puis donc comme on l'a dit, des vins originaux, des vins atypiques, ou tout simplement bons. Le but c'est de vulgariser un petit peu, de dire que le vin, finalement, ça peut être accessible à tous, qu'on n'a pas besoin d'être un expert en vin ou d'avoir des connaissances en vin, mais qu'on peut facilement trouver une bouteille qui puisse nous convenir à tous. On aime bien, par exemple, sur notre site, si on va sur l'onglet à propos, on tutoie la personne. Et toi, tu n'as jamais été frustré de ramener un bon vin d'un voyage, de le faire goûter à ton entourage, de ne plus pouvoir en acheter à moins d'y retourner. Ça, c'est comme ça qu'on aime bien s'adresser aux gens autour de nous. Comme j'ai dit, donc on a une gamme, on va dire, on peut dire quand même, il faut une gamme classique parce qu'on travaille aussi avec des restaurants, des hôtels, etc. Donc il faut avoir pour ces clients-là une gamme de vins quand même classique. Et puis on a des vins atypiques, on a des promotions, on fait des coffrets et puis aussi des éditions limitées. On a également un blog qui permet d'expliquer, de vraiment que les gens ils puissent comprendre ce qu'on a ressenti, ce qu'on a fait pendant nos voyages, les gens qu'on a rencontrés. C'est vraiment un plus qui permet toujours de rapprocher le plus possible le client du vigneron. Et pour agrémenter tout ça, on fait aussi, enfin, on a eu fait, comme vous pouvez le voir, donc l'année passée, forcément, avec le Covid, ça a été plus compliqué, mais on a eu fait en 2019 énormément d'événements. Et là, pareil, donc on a fait des choses, des pop-up stores, par exemple. On s'est mis aussi, on s'est greffé sur des événements culturels, sur des vernissages, par exemple, où les gens, ils venaient pour voir une exposition, puis au passage, ils découvraient un stand Au Cave. Et puis, c'était aussi, comme on le met en avant, pour nous, c'est toujours mieux de goûter avant de se décider. Donc, on permettait dans ces événements, on venait toujours avec une petite sélection de vins qui permettait aux gens de découvrir un petit peu ce qu'était l'univers Au Cave et les types de vins qu'on avait sélectionnés. Typiquement, aussi toujours donc, dans l'esprit de communiquer un petit peu différemment, on a fait plusieurs vidéos, des reportages, des événements qu'on a organisés, où par exemple on s'est associé avec Meet the Gang, qui est si on veut, un passionné de viande de bœuf, et puis qui donc on a décidé de faire un événement avec lui où autour de la côte de bœuf et puis du vin. Et puis c'est aussi ça, on a fait exprès de vraiment avoir quelqu'un qui nous filmait pendant cet événement-là. C'est aussi une manière de communiquer, de nous mettre en avant un petit peu différemment. Ou bien, comme vous pouvez le voir en dessous, le magasin Scabal à Genève, qui est un magasin qui fait des costumes sur mesure, lequel on a fait une dégustation. Pareil, les gens ne s'attendaient pas forcément à faire une dégustation de vin ce jour-là, et puis ils ont eu l'occasion de nous rencontrer. Tout récemment, ce qu'on vient de lancer, c'est des abonnements. Donc maintenant, on propose des abonnements de vin où on a la possibilité de s'abonner pour 3 ou 6 bouteilles chaque mois. Et puis le client peut choisir donc rosé, blanc, rouge, mixte.
Et puis, ça permet donc justement pour nous de faire découvrir nos sélections de vins. Et puis, pour le client, on lui facilite la vie. Lui, il prend son abonnement. À partir de là, nous, on s'occupe de tout le reste. Lui, il reçoit ça devant sa porte, chez lui. On livre dans toute la Suisse. Et puis, c'est vraiment offrir du confort aux clients, aux consommateurs, pour que lui, il n'ait plus qu'à apprécier et à déguster les vins. Donc, on essaye vraiment de l'expliquer, une fois de plus, facilement. Quelques mots-clés, un petit paragraphe, des petites images. Et puis, donc, on a lancé ça il y a 1 mois. On a à peu près une dizaine de personnes qui se sont abonnées, ce qui est pour nous déjà excellent. Ça permet aussi de se roder dans un premier temps. Donc, voilà, je pense que j'ai peut-être été un petit peu vite. Je pense que ce que je pourrais encore rajouter sur les aspects donc, de communication, c'est qu'on a vraiment diversifié au maximum nos canaux. On est présent sur Facebook, on est présent sur Instagram, on est présent sur YouTube, on envoie une newsletter. Quand on se connecte, quand on arrive sur la page du site, sur la page principale, on a un numéro de téléphone, on a la possibilité de nous écrire sur WhatsApp, de nous envoyer un mail. Donc, on a aussi vraiment ouvert le maximum possible les canaux de communication pour qu'on puisse être le plus facilement atteignable et puis le plus facilement aussi atteindre et toucher les gens, toujours dans le but de simplifier, de démocratiser et puis de mettre en avant donc, nos sélections. Puis comme vous le voyez aussi là, en ce moment, on fait une promotion sur les caves ouvertes de Genève, où là, on propose des coffrets avec un mix des différents domaines genevois avec lesquels on travaille. Donc voilà, je pense que j'aurai plaisir à répondre peut-être à vos questions dans le chat a posteriori, si j'ai bien compris. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. C'est tout bon. Merci beaucoup, Maxime Provigny, pour cette présentation autour du domaine du vin. Et on avait vu dans la première présentation qu'il y avait une petite offre promotionnelle. Et là encore, on voit qu'il y a aussi une promotion. Mais c'est ça, c'est de la communication. C'est aussi ne pas oublier comme ça un moment clé où on peut faire un peu de promotion. Et en tout cas, merci à tous nos invités, à tous les intervenants, nos intervenantes pour la qualité de leur présentation, pour le partage d'expérience et pour tout ce que ça nous apporte. C'était vraiment ça l'idée, c'était de mettre en lumière des projets HES, des intervenants HES, des étudiants, des intervenants, des profs qui parlent des recherches et des projets entrepreneuriaux qu'ils ont pu mettre en place et vraiment de partager tout ça. Je crois que c'était vraiment l'objectif est atteint. J'aimerais remercier donc tous les invités. J'aimerais aussi remercier Yves Pingly et Nathalie Courtine qui ont participé avec nous au cours Idéation, qui est à la base en fait un petit peu de cette conférence qu'on a organisée. Idéation, c'est un coup où on mêlait la communication à l'économie et à l'innovation, et ça a un petit peu poussé cette idée de la conférence et de partage d'expérience. Et puis un grand merci aussi à Beatrice Vaghi qui a vraiment mis en place, facilité l'organisation de cet événement. Un grand merci également. Vous pouvez écrire à Beatrice Vaghi, beatrice.vaghi, @hesge.ch pour toutes les questions que vous auriez sur les présentations et il y aura un suivi, il y aura un petit document écrit où on fera un petit peu le bilan de toutes les présentations et qu'on garde aussi une trace écrite de cette conférence. Donc n'hésitez pas à lui écrire, vous avez l'adresse dans le chat à côté sur Teams, à côté de la diffusion de la vidéo. Merci encore à tout le monde. Je laisse peut-être aussi un mot de la fin à Guillaume Atelier, mon collègue, pour terminer cette conférence. Merci à tout le monde. Guillaume. Très bien. Un grand merci à tous. Un grand merci aussi à la direction de la HEG et à la communication de nous avoir permis de faire cet événement ici à Lola. Et puis, on aura, j'espère, l'occasion de faire d'autres événements de ce type-là. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Et la vidéo de cette petite conférence sera disponible par la suite.
Donc, continuez à nous suivre. On vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci beaucoup.